Bonsoir Jean-Éric Brana. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférences à Paris 2 et auteur de ce livre Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est aux éditions Priva. Cela va faire 3 semaines que les États-Unis sont quasiment à l'arrêt. C'est ce qu'on appelle le shutdown, le blocage d'une partie du gouvernement fédéral. L'administration est paralysée. Des centaines de milliers de fonctionnaires sont carrément privés de salaire. En cause, le projet de mur entre les États-Unis et le Mexique, voulu par Donald Trump. C'est une crise majeure. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Jean-Éric Brana ? Puis on en est arrivé là parce que Donald Trump a annoncé qu'il voulait faire un mur à la frontière sud et qu'en plus ce mur allait être payé par les Mexicains. Et pas par les Mexicains finalement. Mais à partir de ce moment-là, c'est devenu le point central de la campagne. Toute la campagne de Donald Trump en réalité a été charpentée autour de ce mur, si je peux m'exprimer ainsi. On reste dans la construction. Mais effectivement, les démocrates ont pris ce mur en grippe et ont décidé qu'il n'aurait jamais son mur. Alors après, les Mexicains ont aussi expliqué qu'eux ne voulaient pas le payer. Donc c'était un peu compliqué. Et effectivement, personne ne veut le payer puisque les démocrates refuse de payer ce mur en expliquant qu'il ne sert à rien, que c'est une gabegie. Et aujourd'hui, il demande 5 milliards et demi. Mais en réalité, les prospectives font qu'il coûterait entre 30 et 35 milliards, d'après ce que disent les spécialistes de la construction. En tout cas, Donald Trump, lui, ne lâche rien. Il a réitéré cette nuit sa volonté d'édifier ce mur. Il a tenu son premier discours depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, avec une obsession, le risque sécuritaire. On écoute le président des États-Unis. In the last 2 years, ICE officers made 266,000 arrests of aliens with criminal records. Over the years, thousands of Americans have been brutally killed by those who illegally entered our country, and thousands more lives will be lost if we don't act right now. C'est un portrait apocalyptique de la situation à la frontière. C'est quand même la rhétorique habituelle du président des États-Unis. Oui, parce qu'on connaissait déjà tout ça. C'est exactement ce qu'il nous a dit fin 2015 et en 2016 pour se faire élire. C'était les mêmes mots, les mêmes phrases, les mêmes exemples. Bon, les exemples sont un petit peu modernisés pour être vrais puisqu'il a pris des exemples un peu plus récents. Mais en réalité, oui, tout cela, on le connaissait. Ce qui a changé, c'est qu'il a l'air de s'adoucir un petit peu. En tout cas, c'est ce qu'il a voulu dire au peuple américain. Il s'adoucit sur la forme en ne parlant plus de mur aujourd'hui. Ni de terrorisme d'ailleurs. Ni de terrorisme, puisqu'il a été beaucoup attaqué là-dessus et il s'est dit oh, on va me reprocher ce genre de choses. Et puis aussi sur la forme du mur, puisqu'il avait expliqué au départ, souvenons-nous que Donald Trump vient de la construction, lui. Et il avait dit je m'y connais en béton, donc ça va être un beau mur en béton. Oui, on va voir d'ailleurs ce qu'il imaginait comme mur, un mur très haut, voilà, très épais en béton. 12 mètres de haut, rendez-vous compte. Il fallait quand même le monter ce mur-là si on voulait passer par-dessus et puis le redescendre après d'ailleurs. Ouais. Non, désormais ce sera un mur tel qu'il existe déjà d'ailleurs à la frontière sur à peu près 1000 km, un mur en acier avec des barreaux. Et il explique que d'ailleurs ce type de mur, c'est Obama qui l'a fait construire. Donc pourquoi est-ce que les démocrates aujourd'hui n'en veulent pas? Il explique qu'il ne le comprend pas. En réalité, ce qu'il a voulu montrer au peuple américain, c'est que les démocrates sont dans l'obstruction, qu'ils l'empêchent de présider. Autrement dit, que les démocrates volent le vote des Américains. Il donne l'impression finalement d'une main tendue, de faire une sorte de concession, de compromis, notamment avec cette histoire effectivement de murs en fer et pas de murs en béton. Oui, parce que tout est dans la bataille de la communication actuellement. On est au plus fort de la bagarre avec ce shutdown et il faut essayer de sortir le moins abîmé possible en essayant de montrer que c'est l'autre camp qui est en train de bloquer. Donc chacun essaie de dire non, c'est moi qui fais des efforts et c'est vraiment l'autre qui ne veut pas avancer. C'est vrai que ça change un peu de ton aussi avec ce qu'on a pu entendre parfois autour justement de cette politique politique spectacle. On se souvient en début de semaine de ce tweet qui a fait beaucoup jaser, où il parodiait la célèbre série Game of Thrones. Voilà, on le voit là, il se met en scène avec cette phrase « The wall is coming ». Le mur arrive. Là, on voit effectivement qu'il y a un ton plus posé, plus solennel lors de cette allocution. Il y a aussi un changement finalement de stratégie. Ah oui, il nous a fait beaucoup de tweets très bizarres les dernières semaines. Il nous a dit aussi qu'il y avait toujours eu des murs et toujours eu des roues. Bon, c'est très mystérieux. Et puis, je n'ai pas la réponse de ce côté-là. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il se présente différemment. Là, il était présidentiel. Ouais. C'était une allocution solennelle. La première, d'ailleurs. La première du président des États-Unis qui s'adressait à la nation. Et c'était bien pour dire que l'heure est grave, car il y a
selon ces termes, une catastrophe humanitaire à la frontière et une catastrophe sécuritaire, puisqu'effectivement, il y a tous ces criminels qui arrivent et qui peuvent donc attaquer les gentils Américains, les femmes, les enfants, et puis un peu tout le monde, d'ailleurs, y compris les Noirs américains et les Hispaniques. Il a dit, ce sont eux les premières victimes. Oui, il faut aussi les protéger. On n'a pas du tout entendu le président américain parler des victimes, pour le coup, de ce shutdown, de ce blocage des administrations. Concrètement, quelles sont les conséquences? On entend parler de plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires au chômage technique. Oui, il y a d'abord, c'est un shutdown, un blocage budgétaire partiel. Oui, il n'y a que c'est pas tout le gouvernement 25% du gouvernement qui est bloqué, puisque le reste est assuré jusqu'au mois d'octobre. Il y avait déjà eu un problème avant, mais ils ont débloqué ce côté-là. 800 000 fonctionnaires, effectivement, sont au chômage technique. Sur ce nombre-là, 420 000 sont obligés d'aller travailler puisqu'ils sont réquisitionnés. Sans être payés. Oui, mais c'est la police, c'est l'armée, c'est les contrôleurs aériens, vous comprenez. C'est quand même nécessaire pour le fonctionnement du pays. Et les 380 000 autres restent chez eux et attendent que ça passe à la fin du shutdown. Ils reprendront le travail et ils seront payés à ce moment-là. Alors, si le blocage se poursuit cette semaine, il pourrait devenir le plus long blocage de toute l'histoire des États-Unis. Trump a même dit « Je suis prêt à ce que ce shutdown continue des semaines, des mois, voire des années ». Ça, c'est du bluff ou c'est crédible, c'est réaliste ? Non, c'est totalement du bluff, bien entendu. Mais par contre, c'est assuré, ce sera le shutdown le plus long de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de réunion prévue aujourd'hui. Il n'y en aura pas demain non plus, puisque Donald Trump sera en déplacement au Texas. Donc, on arrivera à vendredi, et même s'il y avait une discussion, il faudrait débloquer tout de suite. Donc, on va dépasser le temps du shutdown qui avait lieu en 95-96. Donc, ce sera le plus long de tous les temps. Quelle est la sortie de crise possible si les démocrates ne souhaitent pas changer leur position? Et ils ne le souhaitent pas, il faut quand même le dire. Et Chuck Schumer, qui est le leader des démocrates au Sénat, l'a rappelé hier soir après le discours de Donald Trump. Jamais nous ne paierons pour ce mur qui est inutile. Nancy Pelosi aussi. Nancy Pelosi vient renforcer bien sûr cette parole puisqu'elle représente la Chambre des représentants aujourd'hui. L'équivalent de notre Assemblée nationale. Et la majorité est devenue démocrate. Donc des deux côtés, on est bien d'accord, on ne paiera pas ce mur. Alors la sortie de crise, eh bien, il faudrait que quelqu'un cède et on a bien compris que personne ne veut céder. Et on se rend compte là, si on analyse un petit peu ce qu'a fait Donald Trump, il nous a fait comme d'habitude, il nous a fait ce que vous appelez dans votre jargon du teasing. C'est-à-dire que cette nuit, il a fait une mise en forme, la dramatisation de l'affaire pour que ce soit bien clair auprès des Américains que là, il y avait quelque chose de grave. Que l'heure était grave. Il va ensuite, jeudi, sur le terrain pour voir ce mur et montrer que les démocrates ont payé dans le passé des murs. Comprenez bien sûr dans cette histoire-là qu'aujourd'hui tout ça c'est du cinéma, leur opposition au mur puisque eux-mêmes en ont fait pousser. D'accord, il sera au Texas ce jeudi. Donc. Il sera au Texas. Ensuite il va y avoir l'annonce symbolique que c'est le shutdown le plus long de tous les temps. La dramatisation, plus de 21 jours. La dramatisation à partir de la semaine prochaine avec les gens qui vont commencer à râler. Dès vendredi soir ils ne reçoivent pas leur chèque donc ça va être un petit peu compliqué. Et moi je m'attends à ce que d'ici une semaine ou 10 jours, Donald Trump tape du poing sur la table en disant écoutez, le Congrès est incapable de s'en sortir, ce sont des gens incompétents, je vais donc prendre l'affaire et là je déclare l'état d'urgence et je sors de cette affaire en finançant le mur moi-même. L'état d'urgence national permettrait en effet de financer le mur autrement sans passer par le Congrès, c'est bien ça, en passant davantage par quoi, la défense, c'est ça l'argent qui est normalement réservé au ministère de la Défense. Alors, plus vraisemblablement à la défense puisqu'il y a beaucoup d'argent. Il y a un budget de 700 milliards de dollars, on se dit que si on enlève 5, ça se voit pas trop par rapport à d'autres ministères qui ne sont pas aussi richement dotés. Et ce serait possible, ça? Il y aurait des conséquences à ce type de décision? Bien sûr qu'il y aurait des conséquences. D'abord parce que sur le plan institutionnel, ce serait une vraie révolution. Il serait en train d'abaisser le pouvoir du Congrès et effectivement d'élargir celui de l'exécutif. Et puis surtout sur le plan légal, tout le monde n'est pas sûr qu'il puisse vraiment le faire, même s'il y a des textes de loi, un corpus et des habitudes politiques qui ont donné jusqu'à maintenant une habitude de l'état d'urgence à l'exécutif. On n'est pas sûr que ça puisse aller aussi loin. Donc les démocrates attaqueraient en justice immédiatement. Le Congrès pourrait agir aussi pour faire arrêter tout cela. Et peut-être que certains républicains vont trouver que le président va trop loin. Eh bien, merci. Merci Jean-Éric Brana d'être venu sur notre plateau. Vous êtes l'auteur de ce livre dont je rappelle le titre, Trumpland, portrait d'une Amérique divisée. C'est aux éditions Priva. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur l'organisation de ce grand débat national, des incertitudes qui demeurent et puis aussi des incertitudes sur la taxe d'habitation. Sera-t-elle supprimée pour tous les ménages, conservée pour certains ménages les plus riches? Caroline Roux et ses invités répondent à toutes vos questions.